Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique, le magazine politique d'ici Champagne-Ardenne sur France 3. Il est l'élu le plus aimé de France, mais il n'est pas épargné pour autant. Le maire s'occupe de nos écoles, de nos rues, de notre cadre de vie. Il accompagne nos associations, fixe les règles d'urbanisme, mais il doit aussi faire face à de nombreux défis. Baisse de ses ressources financières, redistribution de ses compétences aux intercommunalités, rapports parfois agressifs, voire violents avec certains administrés. Alors que le Congrès des maires de France débute mardi à Paris, nous allons nous demander si le mandat de maire est bien encore le plus beau des mandats avec nos invités, à commencer par Jérémy Dupuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Hiver-Gauche de Villers-Semeuse dans les Ardennes. Vous êtes également vice-président de l'agglomération Ardennes Métropole, conseiller départemental et vous êtes encore président de l'Union des maires des Ardennes, association des maires de gauche dans le département. Romain Bonhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Hiver-Droite de Bennes-Noroy dans la Marne, une commune de 1000 habitants environ, et vous êtes également conseiller communautaire du Grand Reims. Et puis en duplex de notre bureau de Troyes dans l'Aube, Raphaël Lantier, bonjour. Vous êtes la maire LR, bonjour. Les Républicains du village de Soligny-les-Étangs, présidente de la communauté de communes du Nogentée, et vous êtes également vice-présidente de l'association des maires de l'Aube. Merci à vous trois d'être avec nous. Et nous allons rester justement dans l'Aube pour commencer cette émission, puisque vendredi, l'association des maires du département a appelé ses élus à se rassembler devant l'hôtel de ville de Troyes. Vous le voyez sur ces images. Ils étaient environ 80 à répondre à l'appel du président de l'association, François Barouin, un rassemblement pour tirer la sonnette d'alarme. Je vous propose d'écouter quelques participantes à ce rassemblement, des maires assez remontés. Vous allez le voir. C'est très compliqué d'être maire à notre époque. Donc je suis là pour montrer que on est utile à la France et que les pouvoirs publics, il faut qu'ils prennent conscience de ce fait. Parce qu'on a l'impression d'être abandonnés par les pouvoirs publics. Je suis en rogne parce que quand je vois le déficit budgétaire et tout, et qu'on nous demande à nous, les collectivités territoriales, de diminuer nos dépenses, je pense qu'il faudrait plutôt réfléchir que c'est justement les collectivités territoriales qui font 70% d'investissement. Nous, on ne veut pas augmenter les impôts dans notre commune, donc on essaye de faire avec ce qu'on a. On ne pourra pas faire les investissements qu'on voulait faire. Voilà donc pour ces revendications qui seront portées la semaine prochaine au Congrès des maires de France à Paris. Raphaël Lantier, on commence avec vous. Vous y participerez en tant que vice-présidente de l'association des maires de l'Aube à ce Congrès national. C'est un moment important. Oui, c'est un moment fort pour les élus des territoires de France. Nous nous retrouvons au sein de ce congrès des maires de France, toutes tendances politiques confondues. Nous sommes confrontés aux mêmes problématiques. Cette année, c'est vrai qu'avec les ponctions financières pour faire que l'État fasse des économies, effectivement, les annonces du gouvernement sont très mal prises et très mal comprises, puisque les budgets des collectivités doivent être votés à l'équilibre et que nos emprunts servent à couvrir des investissements et pas du fonctionnement. Donc c'est un moment pour communiquer avec le gouvernement, se faire entendre ? Tout à fait. L'AMF est le relais et la voix des maires de France. Et on a besoin de ce moment fort pour que ces messages soient relayés au plus haut niveau de l'État. Et donc cette année, voilà, il y a des thèmes très importants au niveau du budget, au niveau du ZAN, le zéro artificialisation nette, qui pose beaucoup de difficultés dans notre ruralité. Oui, on entend beaucoup de revendications. Je vais poser la question également à Robin Bonhomme, excusez-moi, pour savoir un petit peu, vous aussi, vous y participez, vous y allez tous les ans à ce congrès des maires. Pourquoi est-ce que c'est utile d'y aller ? Alors, c'est encore plus important cette année, puisqu'on a vraiment besoin, je pense, de plus de certitude, de plus de confiance sur notre fonction. Encore une fois, maire au quotidien, c'est pas un métier dans nos communes, c'est une fonction. C'est une fonction qui est très engageante et on a vraiment besoin que les règles du jeu définies par Paris ne changent pas toutes les 5 minutes. On va en parler, je pense, un peu après, mais les questions budgétaires sont effectivement très, très importantes. Mais la question des compétences, aujourd'hui, on nous transfère des compétences très régulièrement. Ce jeu de start and stop permanent brouille notre visibilité. Et je suis désolé de le dire, mais dans le monde dans lequel nous vivons, notamment dans le monde économique, l'absence de visibilité, ça nuit à l'investissement. Et donc, on a vraiment besoin de profiter, d'aller à Paris la semaine prochaine pour que
on puisse exprimer au gouvernement qu'on a besoin de nous rassurer et de nous donner un cap et une visibilité claire sur le budget. C'est un moment de solidarité entre vous, quelles que soient les tendances, pour peser dans le débat ? Oui, bien entendu, puisque, encore une fois, on est là sur une fonction quotidienne vis-à-vis de nos habitants, avec des projets de territoire qu'on développe tous, quelle que soit la couleur politique, comme le disait très bien notre collègue de l'Aube. Donc forcément, on a besoin, tous collectivement, qu'on puisse nous dire, on construit notre budget demain, quelle va être la règle du jeu financière ? C'est aussi simple que ça. Jérémy Dupuis, même question. Alors vous êtes partie de l'Union des maires des Ardennes, une association des maires de gauche. Vous participerez également à ce congrès. Pourquoi est-ce que c'est un moment que vous attendez ? Alors c'est vrai que c'est un moment qu'on attend tous chaque année. Alors parce que d'une part, ça nous permet aussi d'avoir un retour d'expérience avec nos collègues, puisque effectivement on échange avec souvent nos collègues du département, voilà, des communes voisines. Mais là aussi, ça permet d'aller un peu plus loin et de voir des collègues qui viennent d'autres horizons de France, d'échanger des bonnes idées, des bonnes idées, des bonnes pratiques, et puis aussi faire remonter ce qui ne va pas, tout simplement. Et comme vous l'évoquez, il y a le quotidien. Moi, je pense qu'il y a déjà le quotidien du maire qui pose souvent aujourd'hui beaucoup de questions. On parle aussi du millefeuille administratif auquel on est confronté chaque jour. La simplification administrative. Et cette simplification que l'on réclame à corps et à cri depuis des années. Donc, ça nous permet d'une part de venir à ces propos rapporter, demander en tout cas au gouvernement par le biais de nos collègues élus que l'on puisse faire évoluer rapidement les choses. Et puis plus largement, ou en tout cas en prenant un peu de recul sur le fameux statut d'élu ou statut du maire qu'on aimerait voir évoluer aussi. Donc je pense qu'il y a les deux côtés, il y a le quotidien du maire et puis il y a aussi, le maire dans son statut plus généralement pour les années à venir. Alors on va s'intéresser maintenant justement au quotidien des maires et des maires de toute notre région, puisque nous sommes allés à la rencontre justement d'un maire, celui d'Auménancourt, un village dans la Marne. Voyez ce reportage de Clément Pravaz et Paul-Antoine Boudet, on en parle juste après. Auménancourt, c'est un village de 1100 âmes, niché à la frontière de la Marne, entre les Ardennes et l'Aisne. Son maire, Christophe Mahuet, en est à son premier mandat et se frotte aux difficultés des dotations de l'État, notamment pour son projet du moment, installer des caméras de surveillance dans cette commune victime d'un cambriolage par semaine. Sur le financement d'une opération comme celle-ci, qui est une opération de 100 000 €, on pouvait espérer 80% de subventions et on n'a pour le moment que 20% de l'État. La plupart des autres subventions sont reculées, voire amenées à disparaître. On se sent carrément abandonné. Pour un maire avec plein d'idées en tête, une autre désillusion se présente rapidement, la lenteur administrative. Le conseil municipal a vendu cette ancienne mairie-école pour en faire une micro-crèche privée. Alors, je suis allé à l'école ici en CP. En 1981, j'étais ici en CP. L'ouverture est prévue au mois de décembre, après 4 longues années de démarches à rallonge et de procédures compliquées ralentissant ce projet. Tout dossier va nécessiter énormément d'administratifs, du temps pour les réponses, des échanges. C'est particulièrement laborieux et ça nécessite de l'expertise. Être maire, c'est aussi être un équilibriste avec un budget serré, seulement 800 000 € d'investissement annuel, soit le coût total pour refaire la moitié de la route qui traverse le village. Alors il faut faire appel à l'aide du département et du Grand Reims. La commune va payer par exemple les trottoirs et l'éclairage, ça va être le Grand Reims. C'est énorme, 800 000 €, c'est le projet d'investissement d'un mandat sur une commune comme Auménancourt. Heureusement, on a pu faire des emprunts. Cette petite commune rurale peut aussi compter sur un allié de taille, le pôle industriel situé dans la commune voisine de Bazancourt, à 10 km de là. Si cette école a pu sortir de terre il y a 20 ans, c'est grâce à l'aide de ces entreprises. Nous ne pourrions avoir d'école à Auménancourt sans la sucrerie de Bazancourt. Et c'était il y a déjà 20 ans. Donc c'est dire l'importance du développement économique pour un territoire comme le nôtre, exactement la capacité bien sûr de mutualisation. Et ce fameux développement économique ne peut être réalisé sans prendre en compte la qualité de vie des riverains, bien évidemment. Malgré toutes les difficultés rencontrées, Christophe Mahuet fait partie de ces maires qui se disent épanouis dans leurs fonctions. C'est un énorme bonheur. Je suis un maire heureux et la confiance que peuvent nous apporter les habitants dans une commune comme Auménancourt et l'entrain à pouvoir construire Auménancourt de demain quelque part et puis également améliorer la qualité de vie au quotidien est une magnifique aventure. Si certains sont encore passionnés par leur mandat, d'autres le sont nettement moins. Entre 2020 et 2023, près de 1300 maires ont démissionné en France.
Et voilà donc pour ce portrait d'un maire de la Marne qui doit donc lutter contre les cambriolages avec des ressources limitées, faire face à des démarches administratives lentes et complexes et qui malgré tout est ravi d'avoir cette fonction. Jérémy Dupuis, vous vous retrouvez dans ce portrait ? Ah oui, complètement, on se retrouve dans ce portrait. Alors tout d'abord, par une note positive, c'est la passion, c'est vrai, vous l'avez dit. Aujourd'hui, on est des élus de la République, élus, j'allais dire, par nos citoyens directement. Et puis, on est surtout des élus qui construisent et qui fabriquons. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, puisque tout ce qu'on construit avec nos habitants, avec nos concitoyens, eh bien, se réalise concrètement dans la pierre. Vous avez parlé là d'une micro-crèche, voilà, de pôles scolaires, de salles des fêtes, de construction sportive, etc. Eh bien, tout ça est fait grâce au maire et au travail qui est fait par le maire. Et donc, c'est vrai que maire aujourd'hui, effectivement, on l'a dit, mon collègue l'a dit, ce n'est pas un métier, c'est une fonction, mais c'est une fonction qui nous occupe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année, puisqu'effectivement, le maire doit faire ça et doit être présent. Mais pour faire ça, c'est vrai qu'il faut vraiment le vouloir et il faut avoir la passion, sinon, ça n'a aucun intérêt. Moi, je dis souvent, le jour où je ne rentrerai plus dans ma mairie avec l'envie de faire les choses, eh bien, c'est qu'il faudra s'arrêter. Ça, c'est important. Raphaël Lantier, on a entendu déjà la représentante, enfin une des maires ce vendredi dans l'Aube, et puis ce maire de la Marne parlait de sentiment d'abandon. Il y a beaucoup de maires aussi qui font preuve de ras-le-bol, qui n'en peuvent plus. Est-ce que vous le ressentez, vous, à l'association des maires de l'Aube ? Alors c'est vrai qu'il y a une part des élus qui peut être découragée devant la complexité de la tâche, la lourdeur. Comme on disait, on rêve tous de simplification. Malheureusement, concrètement, on en est bien loin et au contraire. Donc ça, c'est un réel sentiment. Au niveau du Nogentais, donc pour la communauté de communes que je préside, c'est vrai que l'idée, c'est quand même la communauté de communes, elle est là pour être en soutien aux plus petites communes en fait et pouvoir les aider dans ce qu'ils peuvent pas réaliser. On a mis en place un dispositif par exemple de fonds de concours, c'est des aides directes à l'investissement. Nous portons ensemble au niveau de la vidéoprotection une étude intercommunale pour pouvoir aider le maximum de communes à déployer. On entend cette solidarité, mais où est-ce qu'on en est justement de ce sentiment d'abandon, du ras-le-bol des maires ? Est-ce qu'il y a encore des démissions ? On en a beaucoup parlé ces dernières années. Alors, moi, sur le Nogentais que je connais bien, non. Il y a d'autres secteurs et certains collègues qui ont des difficultés. Mais c'est un peu la vie des élus. On peut dire qu'il y a un renouvellement à chaque mandat. Ce qui peut être vraiment décourageant, c'est vraiment la complexité, la lourdeur et la lenteur des dossiers. Donc, il peut y avoir parfois un découragement. Mais comme l'ont dit mes collègues, quand même, nous sommes passionnés par cette fonction-là. Et même si c'est complexe et avec une durée longue de procédure, on arrive quand même à faire émerger des dossiers. Mais il faut persévérer. Et c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps dans cette complexité administrative. Oui, ça, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est vrai qu'il faudrait vraiment une réforme en profondeur d'absolument tout. Enfin, une refondation. Et on ne peut pas traiter... tout est lié. Mais il y a vraiment la matrice à reprendre pour arriver à donner de la souplesse Je voudrais aborder un autre point qui est aussi a causé beaucoup de problèmes. C'est qu'on a souvent dit avec le sourire que le maire était à portée d'engueulade. On le dit aujourd'hui moins volontiers puisqu'il y a eu de nombreux problèmes de violence. Vous avez été notamment, Romain Bonhomme, victime de menaces à Ben-Noroy. Est-ce que ça, c'est un frein ? Est-ce que c'est encore une réalité, cette difficulté par rapport aux administrés également ? Alors peut-être juste dire que le thème de l'Association des maires cette année de France sur le congrès, c'est heureusement les maires et la commune. Donc encore une fois, redire que l'excellent collègue Doménancourt, qu'on fait notre fonction avec passion, c'est aussi parce qu'on est en proximité et on est au cœur de la vie de nos habitants, au travers de toutes nos actions, dans les bons comme dans les mauvais moments de toutes les familles. Après, pour revenir sur les questions d'insécurité, effectivement, on est dans une société en transition, en mutation.
qui est très violente, qui est devenue violente. On est dans une société violente et il n'y a pas de raison que les maires ne soient pas exposés à cette violence dans l'exercice de leur mission comme d'autres fonctions, comme les gendarmes, comme les pompiers. Donc voilà, il faut collectivement tous résister parce que, encore une fois, hein, abandonner cette fonction de la République qui nous est donnée par nos habitants, c'est donner raison à la violence. Donc voilà, il faut utiliser tous les exemples quotidiens sur ce sentiment effectivement d'impunité et d'injustice qu'on sent monter vraiment dans nos territoires. Justement, dans ce cadre-là, c'est quoi le rôle d'un maire ? Le rôle d'un maire, c'est simple. C'est dimanche dernier, voilà, vous êtes appelé à 17h, vous avez 2 cambriolages dans votre commune, les gendarmes vous appellent et donc vous accompagnez les gendarmes pour discuter avec les familles concernées et apporter un peu de réconfort. Et moi, ce qui me gêne terriblement, c'est plus j'avance et plus ce que je constate, c'est ce sentiment d'injustice et d'impunité que les habitants me font remonter. Et moi, ma crainte, c'est une crainte, et je l'ai déjà remonté au précédent ministre de l'Intérieur, c'est de se dire que un jour, je pense que voilà, on aura un habitant qui mettra en œuvre la loi du talion, l'œil pour œil, dent pour dent. Et ça, c'est une catastrophe pour une société démocratique comme la nôtre. Ça, en un mot, Jérémy Dupuis, c'est une inquiétude qui est commune à de très nombreux maires dans notre région et dans toute la France. Alors, c'est vrai que c'est une inquiétude. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, moi, je pense que les maires font correctement leur travail. Alors, si on prend le sujet que vous évoquez, celui de la sécurité publique, aujourd'hui, beaucoup de maires disposent de police municipale. Moi-même, j'ai 2 policiers municipaux dans ma commune et un ASVP. Et du coup, on fait notre travail. C'est-à-dire qu'il y a ce travail d'îlotage, il y a ce travail de discussion avec les habitants, de protection, de ronde, etc., qui nous est demandé. La vidéoprotection qui est mise en place dans de nombreuses communes aussi en France. Mais aujourd'hui, ce qu'on attend, par exemple, c'est que l'État fasse son travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une police municipale, d'avoir une vidéoprotection, n'exonère en rien le fait d'avoir une police nationale qui soit doté d'un nombre suffisant d'agents et qui fassent des rondes dans les communes et qui fassent tout simplement de la verbalisation, en tout cas, et que les gens soient contrôlés. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est là où les maires, on a une difficulté. C'est-à-dire que nous, on remplit le contrat qui nous est demandé. Par contre, on a de l'État, on attend que lui remplisse sa partie du contrat. Et rien que sur ses droits régaliens, sur le minimum syndical qui n'est aujourd'hui plus fait, en tout cas à mon sens. Alors maintenant, on va se poser une question qui, je crois, est la principale actualité de cette année et qui sera la principale actualité du prochain congrès des maires. C'est ce fameux coup de rabot sur les finances qui a été annoncé dès sa nomination par Michel Barnier au poste de Premier ministre. 20 millions d'euros d'économies pour l'État, 5 milliards pour les collectivités. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut continuer à faire son travail, Romain Bonhomme ? Est-ce que cette question-là, on a parlé aussi de la suppression de la taxe d'habitation, donc c'était au début du mandat d'Emmanuel Macron, du premier mandat d'Emmanuel Macron. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ces financements ? C'est très important déjà de cadrer le débat par des chiffres, parce qu'encore une fois, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. On a franchi, on a atteint, on est au pied du mur de la dette. Puisqu'aujourd'hui, c'est toujours important de rapporter une dette à l'économie. Aujourd'hui, la dette de l'État français, c'est 112%. Et moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que les collectivités au sein de cette dette, c'est seulement 9%. Après, ça fait 50 ans que les budgets sont en déficit. Est-ce que c'est pas normal, finalement, que les collectivités, aussi petites qu'elles soient, participent à cet effort ? Mais ça fait des années que les collectivités participent à l'effort national, avec des compétences supplémentaires. Et le vrai sujet dans tout ça, je le disais un peu tout à l'heure, c'est la problématique de l'incertitude. Parce qu'encore une fois, on est tous conscients qu'il y a un effort à faire de solidarité. Par contre, à force de faire le yo-yo fiscal, parce qu'on est champion du monde du yo-yo fiscal, on supprime la taxe d'habitation. Quelque temps après, on voit bien tous nos feuilles d'impôt, notamment sur le foncier bâti et le non bâti. Elles ont quasiment compensé la perte de la taxe d'habitation. Et puis demain, on nous parle d'inventer une redevance, je crois, du fait de vivre. Donc je dis à un moment donné, il faut être sérieux et il faut donner de la visibilité fiscale, et je pense que sur les prélèvements obligatoires, on a atteint le sommet, on est à plus de 46%, alors que la moyenne de la zone euro, c'est 39%. Raphaël Lantier, justement sur cette question, la suppression de la taxe d'habitation, ça a été quand même bien perçu par les ménages, mais c'était une mauvaise idée selon vous ?
Personne ne le demandait, en fait. C'était un impôt local qui était justifié puisque tout le monde participait à cet impôt-là pour les écoles, les crèches, l'éclairage public, les routes. Et les personnes qui étaient modestes avec des revenus faibles étaient exonérées. Donc, en fait, il n'y avait pas de problème par rapport à cet impôt-là. Et il était pour les maires très utile puisqu'il vous donnait une marge de manœuvre pour agir. Il était une marge de manœuvre, il était justifié et l'action, elle était locale. Ça veut dire que les gens pouvaient voir à quoi servait leur impôt. En fait, ça a été supprimé, nationalisé sur une base de 2017. Donc, ça a complètement, finalement, donc on est resté sur ce niveau-là de ressources qui est maintenant une nationalisation de l'impôt. Et on sait très bien quand c'est nationalisé, c'est beaucoup moins efficace. Et il n'y avait plus de progression. Donc, au niveau de la problématique du logement, c'est vrai que les maires n'avaient plus vraiment d'intérêt à construire ou agrandir, etc. On n'avait plus de recettes fiscales correspondant à cette accroissance de logement. Donc, ça a complètement perturbé. Et puis, il faut savoir que la dette française est aussi impactée par cette suppression-là, parce qu'il faut payer la compensation. C'est pas les impôts fonciers qui ont compensé la totalité de la taxe d'habitation. Donc, ça grève notre dette française, cette suppression de la taxe d'habitation. Mais d'un autre côté, dans le contexte actuel, on ne peut pas reparler d'une nouvelle taxation. Donc, voilà, il faut trouver vraiment des nouveaux leviers, remettre à plat toute pour agir et pour lui permettre aux maires d'agir. Et avoir du sens. Voilà, que l'impôt ait du sens aussi. Jérémy Dupuy, excusez-moi, je fais passer la parole. Jérémy Dupuy, qu'est-ce que ça a changé pour vous, la fin de la taxe d'habitation à Villers-Semeuse? Ça a changé des choses concrètement? Alors, ça a changé beaucoup de choses, effectivement, puisque, comme l'a rappelé ma collègue, ce n'est pas une taxe qui est dynamique. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a été fixée, donc elle est très peu revalorisée. Donc, on est compensé, effectivement, sur l'année 2017. Et donc, aujourd'hui, eh bien, ce sont des moyens financiers beaucoup moindres pour nos communes, puisque, par exemple, moi, dans la commune, alors, je ne sais pas si c'est une chance, certains le voient comme une chance ou comme un obstacle, mais par exemple, moi, je n'ai pas de DGF dans ma commune, c'est-à-dire que la commune de Villers-Semeuse ne vit qu'avec deux choses, c'est-à-dire les impôts payés par les habitants, donc comme on le disait, la taxe foncière, et puis une attribution de compensation. Est-ce qu'il faudrait revenir à un impôt local? Catherine Vautrin avait évoqué cette piste, la ministre des Territoires avait évoqué la recréation finalement d'un impôt local. Est-ce que c'est utile? Moi, je souscris un peu au propos de ma collègue tout à l'heure. C'est-à-dire, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, la taxe d'habitation permettait justement d'exonérer les gens qui étaient le plus en difficulté, mais permettait aussi de faire participer ceux qui bénéficiaient, comme on l'a dit, de l'éclairage public, de la cantine, etc. Et donc, c'était pour le coup un impôt. Vous pensez que c'est possible de refaire un impôt? Raphaël Lantier disait que ce serait compliqué dans ce contexte. Le problème, c'est ce que disait Romain, c'est-à-dire qu'en fait, on revient en arrière, on retourne en arrière, on revient. Ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut qu'on réussisse à avoir quelque chose qui soit stable, avoir une vision sur 10, 15, 20 ans, puisque nous, finalement, c'est ce qu'on nous demande sur nos budgets. À partir du moment où on est élu, sur les 6 années de notre mandat, on a des investissements, on a un programme à effectuer et on fait les choses le plus convenablement. Romain Bonhomme à ce sujet-là. Juste un élément pragmatique. Je pense que on est des concitoyens, on est élus, mais on est des concitoyens. Et on voit tous que dans ce pays, plus on crée d'impôts, plus la dette, elle augmente. Donc, le problème, c'est pas de créer de la recette et de créer de l'impôt supplémentaire. On est déjà très au-dessus de la moyenne européenne. Ce que je disais, 46% contre 39%. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on s'attaque à la performance de l'action publique collective, État, collectivité, pour rendre le meilleur service aux usagers et à nos citoyens, mais à un moindre coût. On va passer maintenant à la question des compétences qui sont redistribuées notamment aux intercommunalités. Ça a été un mouvement ces dernières années. Michel Barnier a annoncé dès son arrivée qu'il allait notamment revenir sur cette obligation du transfert de la compétence eau et assainissement. Alors c'est un peu technique, mais c'était quelque chose qui était très demandé. Peut-être Raphaël Lantier à ce sujet-là, est-ce que c'est une bonne décision? Et est-ce que vous avez le sentiment que Michel Barnier est peut-être sensible à vos revendications, à plus d'écoute peut-être que ça ne l'a été ces dernières années, en quelques secondes, s'il vous plaît. Pour moi, ce qui est dommageable, c'est que les territoires ont leur spécificité et il faudrait donner beaucoup plus de souplesse au local. Nous, dans l'Aube, on a un syndicat départemental de l'eau, qui est très bien organisé, très performant. Donc, on est une exception. Donc, c'est vrai que moi, mon témoignage, pour nous, c'est un syndicat qui est... Donc, il y a beaucoup de transferts. Il faudrait faire plus confiance, finalement, aux élus locaux?
au local, partir vraiment du local plutôt que ce soit toujours descendant et que l'État nous impose, de voir ce qui marche plutôt que de voir calquer sur toute la France la même politique qui ne va pas être efficace suivant les différences dans les territoires. Romain Bonhomme, sur cette question-là, est-ce qu'il faut faire plus confiance peut-être au local par rapport à ses compétences, ou est-ce que vous trouvez que les répartitions fonctionnent bien comme c'est le cas aujourd'hui ? Je reviens aux chiffres sur la question de la confiance. C'est aussi pour ça qu'elle est là. C'est que les gens voient qu'on est dans l'action au concret. Madame Lantier le disait tout à l'heure, 70% de l'investissement public est porté par les collectivités. En face, ces investissements ne génèrent que 9% de la dette nationale. Ce qui signifie bien que l'action locale, c'est une réponse qui est la plus performante de l'action publique. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a pris conscience que il fallait plus vous écouter, plus vous faire confiance ? Ou est-ce que c'est un effet d'annonce qui va peut-être se perdre dans la vie politique Alors encore une fois, je pense que l'histoire de la politique française fait qu'on a un État qui est très centralisé. Donc aujourd'hui, effectivement, la centralisation, elle a un coût. Et peut-être qu'aujourd'hui, au travers du congrès des maires la semaine prochaine, ça sera l'occasion de réaffirmer le besoin d'une décentralisation au plus près. Jérémy Dupuis, sur cette question-là, faire plus confiance aux maires ? Alors oui, faire plus confiance aux maires, c'est une certitude, puisque je pense qu'aujourd'hui, on prouve chaque année avec les budgets que l'on fait voter qu'on est à l'équilibre. On prouve aussi qu'on a des emprunts qui sont raisonnables. On est capable aujourd'hui, malgré ce que certains pensent, à gérer nos agents, tout simplement, nos agents communaux, maîtriser nos charges de personnel, nos charges de fonctionnement. Et donc je crois qu'aujourd'hui, les maires sont aujourd'hui quasiment les meilleurs élèves de la classe politique. Ça, c'est une certitude. Voilà, ce sera le mot de la fin et certainement un des grands messages portés la semaine prochaine. Donc à Paris pour ce congrès des maires. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous aurons bien sûr l'occasion de reparler de ce mandat de maire, puisque je ne vous apprends rien en vous disant que les élections municipales, c'est dans un peu plus d'1 an et demi. Ça commence à approcher. Nous en parlerons bien sûr dans les éditions d'ici Champagne-Ardenne. Dimanche en politique continue. L'information également. Très bon dimanche à tous sur France 3.